Chapitre 6. L'enfant de Lucifer. Alors que l'été approchait, il semblait que le ghetto tout entier exposait des flammes de haine et de violence. Durant l'hiver, les bandes s'étaient retranchées, mais au printemps, elles reprirent vie plus belle et en force organisée. Tout l'hiver, nous avions fabriqué des sortes de lance-balles. Nous avions volé des armes à feu et amorcelé des réserves de nutrition. J'avais acquis la réputation de chef de gang le plus craint de Brooklyn. Arrivé à 18 fois au cours de cet hiver, j'avais été détenu 30 jours, atteignant le jugement, mais on ne peut faire concorder les témoignages. À l'arrivée de la saison chaude, nous commençâmes à agir comme des gens insensés et sauvages. Les dragons avaient livré bataille aux Viçois. Le 1er mai, Mingo, le président des chapelains, pénétrant dans le comptoir de confiserie, portant un fusil de chasse sous le bras. « Et môme, dit-il en rentrant, mon arme à un garçon assis dans un coin. C'est toi qui t'appelles Sargasse ? Oui, c'est moi. Qu'est-ce que ça peut faire ? Mingo ne répondit pas. Il leva son fusil et visa le garçon à la tête. Et drôle de type. Sargasse sourit faiblement et se leva en prenant ses distances. Ne dirige pas ce truc contre moi, le coup pourrait partir. Mingo s'était terriblement drogué et regarda sans le vouloir, tout en tirant sur la gâchette. La balle atteignit le garçon au-dessus du nez et fit sauter le sommet de la tête. Le reste de son corps s'affala sur le sol, et du sang, des os et des morceaux de plomb glissèrent le long de la paroi. Mingo se retourna et sortit du magasin. Quand la police l'arrêta, il marchait le long de la rue, balançait le fusil du bout de ses mains. Les agents le saisirent et le firent rester sur place. Au lieu d'obéir, il se retourna et pointa l'arme contre eux. Les hommes firent feu et il tomba, criblé de balles. Au-dedans de chacun de nous se cachait un Mingo. On pourrait croire qu'un vent de folie secouait toute la ville. Au cours de l'été, nous déclarâmes la guerre à la police. Nous écrivirons une lettre de la 88e circonscription et à ceux du commissariat, leur annonçant qu'il s'agissait d'un ultimatum. Nous leur déclarions la guerre et dès lors, l'agent qui pénétrerait dans notre terrain serait considéré comme un ennemi à abattre. La police renforça ses patrouilles et les hommes faisaient souvent des rondes à 3. Cela ne ralentit nullement notre frénésie. Nous nous assemblions sur les toits d'où nous les lancions des briques, des bouteilles, des poubelles, des cailloux. Quand ils s'arrêtaient pour voir qui les bombardait, nous ouvrons le feu sur eux. Nous visions mal et nos fusils fabrication maison n'étaient efficaces que dans un combat rapproché. Nos rêves les plus passionnés étaient de tuer un agent de force de l'ordre. Une de nos ruses favorites consistait à lancer des bombes d'essence. Nous voulions la benzine dans les voitures, nous la prenions parquée pour la nuit et nous les conservions dans des bouteilles de vin ou de limonade. Nous faisions une mèche avec un chiffon, allumions et jetons les récipients contre un bâtiment ou une voiture de police qui explosait. Parfois, il se produisait un retour de flamme. Un après-midi, Dan Brunson, un membre de notre gang, alluma une bombe pour la jeter contre un poste de police. La mèche brûla trop vite et la bombe explosa contre son visage. Avant que l'on pût lui porter secours, il était couvert d'essence embrasée. Les agents coururent et l'éteignirent et les flammes avec leurs mains. L'un d'eux fut profondément brûlé. On emmena Dan précipitamment à l'hôpital, mais les médecins déclarèrent qu'il lui faudrait des années et des années pour s'en remettre. La semaine qui suivit, l'accident nous ralentîmes tous nos combats. Mais bientôt, ils reprirent plus furieusement que jamais. La période de vacances était trop notre temps favori pour fomenter des troubles. À Pâques, le 30 mai, nous décorions et le 4 juillet, fête de l'indépendance, la plupart d'entre nous, 185 gangs de la cité, se rassemblaient à Coney Island. Chacun portait ses meilleurs vêtements et essayait de faire valoir ce qui prouvait de terribles, souvent fatals combats. Ce 4 juillet, les évêques descendirent et Larry Stein, un de nos gars, n'avait que 13 ans, prit 2 balles et mourut sur sa chaîne de bicyclette. Ils enterrèrent son corps dans le sable sous l'escalade. On ne le retrouva qu'1 semaine plus tard. Quand la nouvelle nous parvint,
Environ 200 d'entre nous s'assemblèrent dans le sous-sol de l'école pour y tenir une séance de revanche. L'atmosphère de la salle était chargée d'hostilité et la moitié des jeunes étaient ivres et voulaient complètement incendier les maisons où vivaient les évêques et mettre le feu à leur local et à l'avenue de Bedford à Brooklyn. Il me fut possible cependant de maintenir l'ordre. Il fut décidé que nous assisterions aux funérailles de Larry le lendemain et que nous travaillerons le soir pour organiser l'émeute. Nous nous réunîmes l'après-midi au cimetière pour l'ensevelissement et 2 voitures arrivèrent et un petit groupe de personnes en deuil en sortirent. Je reconnus le père et la mère de Larry ainsi que ses 4 frères. Les Mao s'étaient dispersés dans les allées et quand la famille arriva, nous nous avançâmes tous à la fois. Plus de 200 garçons et filles, la plupart portant des blousons noirs avec le double M dans le dos. Je fis quelques pas pour parler à Madame Stein. Elle me vit et commença à crier. « Faites-le partir! Ce sont des monstres, des sorciers !» Elle se retourna et se dirigea en chancelant vers la voiture, mais elle s'évanouit et tomba dans l'herbe. Son mari se pencha sur elle et les petits frères regardaient les yeux pleins d'horreur notre bande qui approchait entre les monuments funéraires pour se placer autour sur la tombe. Monsieur Stein me vit et m'insulta. « C'est toi qui es responsable de tout ceci. Sans toi et ton gang répugnant, Larry vivrait encore aujourd'hui. » Il s'avançait, la haine jaillissant de ses yeux, mais l'organisateur du convoi le prit par le bras et le fit reculer. « S'il vous plaît, placez-vous de l'autre côté de la tombe, me dit-il. Facilitez-moi la tâche. Voulez-vous ? Partez. » Je m'inclinai et nous nous retirâmes loin de la tombe, tandis qu'on s'occupait de Madame Stein et que le service funèbre se poursuivait. Le soir même, nous eûmes notre seconde assemblée, et cette fois, rien ne nous arrêterait. Nous avions appris durant la journée que l'on avait tiré sur l'un des évêques et que l'ensevelissement devait avoir lieu le lendemain. Les garçons voulurent interrompre les funérailles en jetant des bombes incendiaires depuis les maisons. L'intense loyauté de la bande voulant venger la mort d'un garçon fut extraordinaire, et la haine ardait en chacun d'eux, et ils ne pouvaient que la réprimer plus longtemps. Ce fut Manny qui nous cria qu'il allait à la chapelle mortuaire où l'on avait déposé le corps de l'évêque. « Allons mettre le feu à cet horrible endroit. Attendons demain, et ce sera trop tard. Allons-y maintenant. Oui, oui, allons-y, crièrent tous en chœur. Plus d'une dizaine de gars se dirigèrent vers la petite salle réservée aux gens de couleur. Ils renversèrent le cercueil et tailladèrent les rideaux avec leurs couteaux. Le service eut lieu le lendemain sous la garde renforcée de la police, mais nous nous sentions vengés. Seul le cauchemar de la violence qui bouillonnait dans mon propre cœur dépassait en véhémence les troubles de la rue. J'étais un animal sans conscience, sans moralité, ni raison, sans aucun sens du bien ni du mal. Le gang subvenait à mes besoins grâce à des pillages et à des vols nocturnes. Frank m'aidait aussi. Je préférais pourtant me tirer d'affaire tout seul. Et au printemps 1957, Frank vint me dire que mes parents allaient arriver à Porto Rico pour nous rendre une visite. Il désirait que je me rende à son appartement et le lendemain pour les rencontrer. Mais je refusai. Je n'avais pas besoin d'eux. Ils m'avaient rejeté. Maintenant, je ne voulais plus les voir. Un soir, après, Frank amena papa dans ma chambre. Il me dit que maman avait refusé de venir puisque je ne désirais pas la rencontrer. Mon père resta sur le seuil de la porte, un long moment, me regardant. J'étais assis sur le bord du lit. « Frank m'a parlé de toi », dit-il d'une voix qui s'élevait. Il parlait au point qu'il criait presque hors de lui. Il m'a dit « Tu es un chef de gang et tu es recherché par la police ?» Je lui ai répondu, mais moi, je me tournai vers Frank, qui était debout près de lui, et lui dis avec une hargne « Qu'est-ce que tu lui as dit ? Tu savais que je ne désirais pas les voir, alors pourquoi les as-tu emmenés ?» Je lui ai dit la vérité, Nicky, répondit calmement Frank. C'est le moment que tu regardes toi-même la vérité en face. Il y a un démon, dit papa en me fixant. Il est possédé, je vais le délivrer. Je me mis à rire nerveusement. L'an passé, j'ai cru que j'avais un démon, mais maintenant les démons eux-mêmes ont peur de moi. Papa traversa la chambre et plaça sa lourde main sur mon épaule. Il me poussa jusqu'à ce que je m'agenouille sur le plancher.
Lui me dominait, ses grandes mains m'enserrant comme des chaînes. « Je sens 5 mauvais esprits chez lui, dit-il. » Il fit signe à Frank de saisir mes bras et de les tenir en haut au-dessus de moi. Je me débattais pour me libérer, mais ils étaient encore trop forts pour moi. « 5 démons, murmura papa, c'est pourquoi il est délinquant. Nous le guérissons aujourd'hui. » Les mains jointes sur le sommet de la tête, il exerça une pression, puis fit un mouvement de torsion quand il dévissait le couvercle d'un bocal. « Dehors, dehors !» s'exclamait-il, « je vous conjure de sortir !» C'était au démon qui était dans mon esprit que parlait mon père. Puis, il me frappa brutalement les côtes et la tête en me donnant des coups répétés sur les oreilles, et d'une voix perçante, je l'entendais ordonner au démon de sortir de mes oreilles. Frank tint mes 2 bras au-dessus de ma tête et papa me serra le cou de ses grosses mains. Je commençais à étouffer. « Il a un démon sur la langue. Sors, sors !» Puis il cria. « Le voici, il sort. Son cœur est aussi noir, dit-il encore, et il m'asséna plusieurs coups sur la poitrine, à tel point que je pensais qu'il finirait par m'enfoncer des côtes. Finalement, il me saisit aux hanches et me dressa sur mes pieds, en me frappant de sa main à l'aine et en commandant au mauvais esprit de sortir de mes reins. Il me lâcha, et Frank se retira en me disant « Il t'a fait une immense faveur, Nicky. Tu as été terriblement méchant, mais maintenant, il t'a purifié. » Papa était debout au milieu de la chambre, tremblant comme une feuille, jurant et tempêtant. Je pris la porte et descendis en courant les escaliers jusqu'à la rue. 2 heures plus tard, je vis un marin ivre-mort qui dormait sur un banc dans le parc Washington. Je le retournai et je lui volai son portefeuille. Si papa avait tellement chassé mon corps d'un démon quelconque, il ne lui avait pas fallu longtemps pour revenir. J'étais encore et toujours l'enfant de Lucifer. Les cauchemars empirèrent. La visite de mon père semblait avoir intensifié ma crainte de l'avenir. Nuit après nuit, j'étais étendue sur mon lit, hurlant en m'éveillant d'un cauchemar après l'autre. Je multipliais mes combats de forcenés pour cacher la terreur qui me consumait intérieurement. Nous avions surtout besoin de fusils et de carabines, et tout cela coûtait très cher. Alors j'eus une idée pour opérer sans peine un vol à main armée. J'avais remarqué que tous les samedis à 15 heures, un homme arrivait en voiture, une grande Cadillac noire, devant une des maisons locatives. Mes gars l'observaient et nous plaisantons souvent à son sujet. Nous savions qu'il venait de Jersey et qu'il arrivait toujours quand Mario Silvario était déjà parti au travail. Nous imaginions qu'il venait rendre visite à la femme de Mario. Un jour, nous escaladâmes l'échelle de secours et vîmes l'homme et la femme ensemble. Je parlais avec Manny, lui expliquant que ce serait très simple d'intervenir. Nous demandâmes à Willy, l'étrangleur, d'apporter son revolver et nous nous rencontrâmes au début de l'après-midi. À l'heure habituelle, la Cadillac apparut au coin de la rue et vint s'arrêter devant la maison. Willy et Manny se tapirent dans l'ombre. Je sortis mon manteau de pluie autour de moi et m'avançai sur le trottoir. L'homme sortait de la voiture. C'était un grand gaillard dans la quarantaine, vêtu d'un pardessus et d'un chapeau qui avait dû lui coûter très très cher. Il ferma soigneusement son véhicule et se dirigea vers la maison. Les rues étaient vides, seul le trafic de l'avenue voisine rompait le silence. Il me vit venir et pressa le pas. « Eh, monsieur, je me suis perdu. Pouvez-vous m'indiquer où se trouve l'avenue Lafayette ?» L'homme recula et regarda autour de lui. Il me dit « Fiche-moi le camp, gamin, je ne désire pas avoir d'ennui. »« Mon vieux, tout ce que je demande, c'est de chercher où se trouve l'avenue Lafayette. » Je souris et mis ma main dans ma poche d'imperméable comme si je dirigeais un revolver vers lui. « Au secours, des voleurs !» Je m'approchai de lui. « Taisez-vous ou je vous tue. » Il haleta et me regarda incrédule, puis il se mit à crier. « Au secours, à mon aide !» À ce moment, Willy se jeta par-dessus, autour de sa nuque et mit son bras sur l'individu. Il lui appliqua brusquement le canon de l'arme contre sa joue. « Pas un mot de plus, ou je vous abats, » lui souffla-t-il à l'oreille. L'homme resta comme pétrifié quand Manny et moi-même commencions à le fouiller. Dans la poche de sa veste se trouvait le plus gros paquet de billets que j'eus jamais vu. Il était enroulé et tenu ensemble par un élastique. Je devinai qu'ils étaient destinés à la femme de Mario. « Hé, regarde Willy, que penses-tu de ça? Regarde tout ce fric !» Je reculai en riant.
Nous étions tombés sur le bon. Je me suis mis à danser dans la rue et je me moquais de lui. « Eh bonhomme, si je te laisse rendre visite à ta vieille, me donneras-tu de l'argent chaque semaine ?» Mani prit part à l'action à son tour et commença à décrocher la ceinture de l'homme. « Qu'en dis-tu, veux ? Tu ne te fâcheras pas si nous t'enlevons ton pantalon, que tout le monde voit comment tu es beau ?» L'homme serra les dents et se mit à gémir. « Eh bien, nous te faisons une faveur, dit Mani. Allons, descends ces pantalons comme un gentil petit garçon. » Il décrocha la boucle et l'homme se remit à hurler. « Au secours! Oh !» Je sautai en avant et le tapai sur la bouche. Il enfonça ses dents dans ma chair, je me rejetai en arrière. « Abat-le, Willy, brûle-le, il m'a mordu !» Willy se lança derrière lui et, tenant à 2 pas son revolver, visa le dos de l'homme et tira sur la gâchette. J'entendis le bruit du percuteur, mais rien ne se passa. Je frappai l'homme aussi durement que possible à l'estomac avec ma main valide. Il se pencha en avant et je lui envoyai un coup dans la tête avec une autre main, mais cela ne me fit si mal que je crus m'évanouir. Je me tins de côté pour l'encercler. « Tue-le, Willy, fais-lui son affaire !» Willy appuya sur la détente encore une fois. Rien ne se produisit. Il essaya à plusieurs reprises, mais le coup ne partit pas. J'arrachai l'arme dans les mains de Willy pour assommer l'homme, et il y eut un bruit d'écrasement du métal contre des os. La chair s'ouvrit et j'aperçus l'os blanc de la pommette mise à nu et encadrée d'un rouge écarlate. Il essaya de crier quand je le cognai encore sur le sommet de la tête. Il s'affaissa dans le caniveau, une main pendant dans l'égout et une au bord du trottoir. Nous n'attendîmes pas notre reste. Des lumières apparurent aux fenêtres des appartements et nous entendîmes des cris. Nous partîmes en courant et nous entrâmes dans l'allée derrière l'école. J'enlevai mon imperméable tout en courant et j'enfilai dans une poubelle. Nous nous séparâmes à la prochaine rue et je courus chez moi, escaladai l'étage jusqu'à ma chambre. À l'intérieur, je fermai la porte à clé, restai debout dans l'obscurité, à bout de souffle mais riant quand même. C'était vraiment, vraiment très bien. J'allumai et regardai ma blessure. On voyait la marque des dents de l'homme dans le creux de ma main. Je la lavai avec un peu de vin et je l'enveloppai dans un mouchoir. J'éteignis et je me laissai tomber sur le lit. Au loin, les sirènes de la police mugissaient et je riais encore. Quel paquet, pensais-je, que je tâtais ma poche à chaque fois pour en sortir la liasse de billets. Oh mon Dieu, quel paquet! Il n'y était pas. Je sautais sur mes pieds et fouillais dans mes poches. Soudain, je me souviens, j'avais enfilé le manteau, le paquet dans le manteau de pluie, quand je me bagarrais. Oh non! Et je l'avais jeté dans la poubelle, ce manteau. Et le revolver de Willy, il avait aussi disparu. Je l'avais certainement laissé tomber avec en frappant l'homme. Je ne pouvais pas retourner là-bas maintenant. La place grouillait certainement d'agents de l'ordre. Je devais attendre jusque demain. Et d'ici là, manteau et argent auraient déjà été ramassés. Je retombai sur mon lit et martelai le matelas à redoublés de coups de poing crispés. Tant de peine pour rien du tout.